Alors, nous avons choisi ce thème de la politique, quelle politique étrangère pour le Liban, on a choisi de faire ça juste après la rencontre qui a été axée sur la stratégie de défense. Parce que nous estimons qu'en fait, c'est un tout. Il y a un lien, disons, entre la stratégie de défense et la politique étrangère d'un pays qui sont étroitement liés, je pense. Donc, je pense que c'était logique, après la stratégie de défense, d'aborder ce dossier-là de la politique étrangère. Alors, je voudrais remercier d'abord M. Marwan Ahmadi, qui suit depuis longtemps la politique étrangère. D'abord, en tant que journaliste, je suppose, en tant que journaliste, vous avez au jour d'abord, et puis à l'Orient de jour. J'étais un de ses élèves à Marwan Ahmadi en tant que journaliste à l'Orient de jour. Et puis en tant que député, évidemment, ministre. Donc, vous avez une vision un peu globale et en hauteur de l'évolution de la politique étrangère depuis avant la guerre jusqu'à maintenant. Donc, on abordera ces différentes étapes. Monsieur Selim Saïr, donc vous êtes député du Kesrouan, ancien ministre. Vous êtes toujours vice-président du parti. Vous avez été vice-président du parti. Donc, vous avez collaboré étroitement avec le président Jmaïl aussi. Et vous êtes donc professeur à la Sagesse, l'Université de la Sagesse, c'est ça? Ah, d'accord. Donc aussi, vous avez une vision un peu macro-politique des affaires étrangères. Oui. Donc, je voudrais commencer avec vous, M. Ahmadi. Vu que vous avez suivi un peu l'évolution de la politique étrangère du Liban, je voudrais commencer par la phase qui a précédé la guerre libanaise. Est-ce qu'avant la guerre libanaise, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait vraiment une politique étrangère du Liban, sachant que, évidemment, cette question est fonction des différents mandats présidentiels. C'est-à-dire le mandat de Bachar el-Khouri est différent, je pense, en termes de politique étrangère, du mandat de Camille Chamaoun et évidemment de Fouad Chahab aussi. Est-ce qu'il y a d'abord une ligne directrice commune ou bien quelles sont les caractéristiques de ces différents mandats avant la guerre? Vu que Fouad Chahab, après la continuité avec Charles Hello, c'était plus ou moins peut-être la même politique. Est-ce qu'on peut dégager une ligne directrice? Oui. D'abord, merci d'avoir pu réunir un auditoire aussi distingué pour deux pauvres députés qui se débattaient encore ce matin à la Chambre devant un spectacle vraiment désolant. Désolant, et pour ne pas abonder dans d'autres sens, je vais aller directement à la politique étrangère. Une politique étrangère est généralement le reflet d'une politique de gouvernement, d'État, de tendance d'une nation, de choix populaires et d'une longue histoire. Le Liban, avant l'indépendance, a connu des politiques étrangères. Au XIXe siècle, chaque communauté avait sa politique étrangère, puisque les Maronites étaient chez les Français, les Druzes chez les Britanniques, les Grecs catholiques chez les Austro-Hongrois, les orthodoxes chez les Russes, les sunnites généralement dans le sultanat. Ceux qui étaient un peu laissés pour compte, c'était les chiites. Et ils ont pris leur revanche depuis, on en parlera. Finalement, ces politiques étrangères ont fini par fusionner petit à petit à l'approche de l'indépendance et par le rapprochement qu'il y a eu et la grande entente qu'il y a eu entre les musulmans et les chrétiens de ce pays, et qui a adopté une formule magique qui était ni Est ni Ouest. Ni Orient ni Occident, c'est ça? Ni unité du Liban avec son hinterland arabe, parce qu'une grande partie de la population voulait absolument rester attachée à la Syrie. Les Khazars que le patriarche Royer a rattachés au Liban avec Clémenceau, etc.,
faisait partie des 2 wilayas de Damas et de Saint-Jean-d'Acre. Bon, petit à petit, autour de cet accord, de ce pacte national, s'est dessinée une politique étrangère qui a eu des philosophes. Michel Chiha en est peut-être le principal. Et Michel Chiha avait écrit sur cette politique étrangère avant 1943. Il a continué d'écrire jusqu'à son décès en 1955. 55, oui. Et il est curieux de noter qu'il avait adopté dans les titres de ses principaux livres 4 thèmes. La nature du Liban et sa présence, les Libanais. L'économie libanaise, chose très importante qui remonte à l'Antiquité, alors que les Phéniciens, selon Toynbee, regardaient vers la mer, les Philistins, parents de nos frères martyrisés à Gaza aujourd'hui, regardaient vers l'intérieur. Et c'est peut-être ça qui a distingué peut-être les différences de destin à travers l'histoire. Et autour de cela s'est formée une politique étrangère qui n'était pas totalement indépendante. Aucune politique étrangère au monde n'est vraiment indépendante. Elle est tributaire de tellement de... Mais qui dépendait de la géographie, des rajouts qui ont été faits, parce qu'avant cela, c'était la montagne et à peine la mer. La mer, à l'exception de Tripoli, Beyrouth et Saïda, et Tyr. Mais il y avait des parties de mer adjacentes au mont Liban. Et après le rajout de la Bekaa, du Akkar, etc., nous sommes ouverts vers le désert, vers l'Interland, et il s'est fait que le destin du Moyen-Orient, la découverte du pétrole, etc., a joué un rôle très important en nous attirant vers l'Orient, vers l'Est, pour des raisons économiques. Le troisième sujet de son bouquin était la Palestine. Parce que cet accident historique majeur a déterminé tous les choix et tous les aléas de la politique étrangère libanaise avant un peu 1948 et après 1948. Et donc, il y a eu des moments où, avec le legs du mandat français, les aspirations nationalistes arabes qui étaient plutôt lointaines du panislamisme, qui avait été encouragé par des chefs de parti chrétiens qui ont fondé le PPS, le Baas, le Front démocratique de libération de la Palestine, Hawatmi, Habash, etc. Même Jibril, en fait. Même Jibril, oui. Enfin, Jibril, c'est une autre histoire. Bon. Et on a eu une période courte, mais qui était encore sous un certain ascendant français, mais avec déjà la politique britannique qui se développait aux dépens de la France. Il y avait eu la chute de la France pétainiste, la France libre était faiblarde, les Anglais ont joué avec Spears un rôle majeur dans l'indépendance du Liban et ont déterminé l'entrée du Liban dans la Ligue arabe. Donc des grands moments, c'est l'indépendance 1943, l'entrée du Liban dans la Ligue arabe, son adhésion d'abord on était près de la CDN, puis il y a eu les Nations Unies juste après et nous y avons joué un rôle fondateur. Et dans la Ligue arabe, nous sommes un des 7 pays qui ont fondé la Ligue arabe et dont le pacte s'est fait sur base de certaines observations libanaises qui ne voulaient pas la loi de la majorité et qui a exigé la loi de l'unanimité, dont a souffert ensuite la Ligue arabe, mais qui en fait reflétait bien ce que chacun aspirait. La Palestine est venue à casser cette mécanique plus ou moins huilée par Riyad Salah Bachar al-Khouri et les brillants ministres des Affaires étrangères. Je voulais vous citer à titre de comparaison qui étaient ministres des Affaires étrangères à l'époque, sans citer qui ont été nos ministres dans les 20 dernières années. Mais je vais vous dire par exemple
que nous parlions de Philippe Ta'la, de Selim Ta'la à l'indépendance, qui n'a pas vécu longtemps, d'Henri Pharaon, de Hamid Frangiyi, j'ai bien dit Philippe Ta'la, plus tard Fouad Boutros, avec Fouad Chab, puis Charles Helou, puis même Lies Serkis, et... Rassan Douane aussi. Non, pas ministre des Affaires étrangères. Il était délégué ambassadeur aux Nations Unies. Là aussi, il y a eu des différences. Il y avait Rassan Douane, il y avait Rorra, il y avait une certaine catégorie, puis on est tombé beaucoup plus bas. Donc, dans la politique et dans les personnes, il y a eu grandeur et décadence. Et en fait, il est évident qu'il y a eu un tournant qui s'est fait avec le renversement du Cheikh Bchara, héros de l'indépendance, mais pour quelques malversations de son frère, a été renversé au profit d'une politique plus britannique, avec Camille Chamoun. Et le Liban a commencé à rentrer, à partir de ce moment, dans ces disparités arabes, pacte islamique, pacte de Bagdad, nasserisme et la fameuse vague, et puis, entre-temps, la crise palestinienne, enfantée de ses enfants légitimes et illégitimes, OLP et autres. Et tout ceci, le Liban, qui n'avait pas eu le temps, comme demandait Michel Chiha, il disait, il faut le temps que l'on grandisse un peu, nous sommes encore un bébé, il faut qu'on grandisse et qu'on ait une certaine maturité et une certaine histoire de politique étrangère homogène pour pouvoir affronter les choses. Or, nous ne l'avons pas eu. Il y a eu... la politique n'était plus ni indépendante ni neutre, mais surtout, elle n'était plus homogène. Et c'est ce qui a conduit à les nouveaux alignements des communautés et des partis sur des axes étrangers qui ont mené de guerres civiles en accords, d'accords qui n'en étaient pas un, à celui qui a été majeur en 90 de Taïf, mais qui a été vite dévié de sa direction par l'hégémonie syrienne et par, à ce moment-là, la désaffection d'une certaine communauté, les chrétiens principalement, à l'égard de l'État libanais. Ça a entraîné beaucoup de choses dont on avait parlé dans la politique défensive. Il n'y a plus eu de service militaire obligatoire parce qu'il reflétait la démographie des jeunes au Liban, qui devenait dangereusement, qui penchait dangereusement du côté des chiites et des sunnites au détriment des autres communautés. Et ceci avec les ambitions syriennes et derrière elles l'héritier majeur de la Syrie, alaouite, qui était le Perse, l'Iranien, a abouti à la catastrophe où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique étrangère. Il y a des politiques étrangères, Ce n'est pas un hasard si M. Le Drian, comme les ambassadrices ici présentes, ne vont plus. Ce n'est plus le ministère des Affaires étrangères qui est la Mecque de notre politique étrangère. Ils vont chez les différents chefs de partis, de clans, de communautés, les chefs religieux. Ils ont besoin de cela pour pouvoir faire un rapport valable à leur gouvernement sur ce que sont les politiques étrangères des composantes libanaises. Et nous sommes arrivés à ce point où, après le tournant majeur qu'a été la Palestine et les déboires que nous vivons depuis, nous n'avons plus une politique étrangère. Ceci s'est traduit par une désintégration de l'État lui-même. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de politique étrangère. Mais y a-t-il une politique étrangère? Y a-t-il encore une politique économique ou des choix économiques? Tout est en dehors du pacte national. Je ne veux pas rentrer dans Taïf, je reste aux essentiels. Le pacte national est en fait le vivre ensemble. Or, tout ce qui se passe maintenant est en dehors du pacte national et du vivre ensemble et nous entraîne dans la pire des aventures. Et le comble serait, je veux laisser
M. Saïr, professeur, qui est vraiment un professeur, dans le plein sens du terme, le soin d'approfondir, puis on passera au débat, pour dire que nous sommes aujourd'hui à la veille d'un tournant qui ne concerne pas seulement la politique étrangère, qui concerne l'existence même du pays, dans ses frontières qui ne sont plus reconnues par personne et pas respectées ni par les gens de l'intérieur ni par ceux de l'extérieur, par une souveraineté qui reste, qui est attachée peut-être à ce qui reste de l'armée, mais qui est aussi aujourd'hui gravement menacée dans son unité. Et beaucoup de nos amis de l'étranger se rappellent des déboires de 83 et 84, quand chaque communauté a pris sous son aisselle, sous ses bras, sa brigade ou ses soldats vers les casernes de sa région. Et on risque, si on met en péril l'unité de l'armée, qui est, d'ailleurs on en a parlé hier avec les Kataeb longuement, et c'est peut-être des choses auxquelles on s'accroche sans avoir un esprit de non petit Liban, frontière et pas, mais on est loin de la politique de neutralité positive que le patriarche avait évoquée à un moment, puis on l'a poussé dans ses derniers retranchements. Il a parlé de politique étrangère souvent, mais on ne l'a pas laissé se développer dans ça. On mettait tout de suite en question sa légitimité, alors que aujourd'hui peut-être la force la plus unificatrice au Liban est encore l'Église. Et je vous parle en tant que spécialiste de l'histoire des 2-3 derniers siècles. Toujours les réconciliations et les périodes je dirais d'hégémonie, au contraire, de réconciliation nationale se faisait des uns et des autres avec l'Église. Ce n'est pas pour donner un rôle exceptionnel à l'Église, mais je ne veux pas le minimiser, parce que chaque fois qu'on perdait les chemins, on ne prenait pas ceux de Rome, mais on prenait souvent ceux de Kirki. Et donc la politique étrangère du Liban aujourd'hui n'existe pas. Quand le Premier ministre dit la décision de paix et de guerre n'est pas entre mes mains, quand on voit ce tamassis de ministres qui chacun tire dans sa direction, quand on voit une chambre aujourd'hui qui voulait ouvrir le procès de l'administration, alors qu'on aurait dû se regarder nous-mêmes et dire pourquoi nous n'avons pas élu un président, pourquoi nous n'avons pas fait les consultations pour avoir un nouveau gouvernement, pourquoi on n'a ni élu un président, ni fait de la législation pour les réformes qui avaient été proposées par différents amis du Liban, qu'on soit pour ou contre certaines formes de réforme. Donc, politique étrangère, comme l'avait si bien dit Michel Chiar, sans que l'intérieur se réconcilie et la décision de vivre ensemble nous mène à décider de vivre avec les autres de manière équilibrée, avec les Arabes qui sont notre hinterland, avec le monde qui est notre oxygène, nous risquons de perdre non seulement nos politiques, mais aussi le pays. Merci, M. Saïr. Vous voulez rebondir un peu sur ce qu'a dit M. Ahmed bien, vous avez, avant de passer à certaines questions, vous avez un commentaire à faire. Je préfère commencer avec une vraie question, parce que je n'aime pas rebondir, parce que je suis d'accord avec la plupart de ce qu'il a dit, mais je souhaite quand même qu'on va vers d'autres horizons, si c'est possible. Oui, vous avez un commentaire à faire au début Enfin, pour rebondir, je vais rebondir. Je vais rebondir. Parce que la question, quel Liban voulons-nous? Quelle politique étrangère, disons. Quel Liban? Commençons par quel Liban? Ah ben oui. Parce que finalement, c'est ce qui va déterminer les politiques, y compris la politique étrangère. Est-ce qu'il y a un Liban, quand on parle politique étrangère, la première leçon que les diplomates reçoivent à l'université, c'est le réalisme politique. Il y a un Liban réel,
Le père du réalisme moderne, c'est Metternich, lui-même qui disait « Le Liban, si petit, mais si important ». Metternich lui-même. Et donc, le Liban, si important, mais si petit, un espace important, géopolitique. Mais finalement, le réalisme nous dicte autre chose. C'est que le Liban n'est ni indépendant, ni souverain, ni doté de liberté. Et donc, de quel Liban parlons-nous? D'un côté. Mais de l'autre, il y a le Liban utopie, la belle utopie du Liban. Le Liban du vivre ensemble, le Liban du message, le Liban désir, parce qu'il y a un Liban désir aussi. Le Liban de Bachir Gemayel, des 10 452 km², un Liban aspiration, désir. De quel Liban nous parlons aujourd'hui? Et donc, pour déterminer de quelle politique étrangère nous allons discuter et débattre. Bien sûr, mon camarade et grand ami Marouane, ministre Marouane, a parlé du Liban d'autrefois, le Liban où il y avait véritablement une politique étrangère qui allait de pair avec ce nouveau pacte national. Ce nouveau pacte national qui parlait franchement de non-alignement, voire de neutralité. C'était le fondement du vivre ensemble. Sans ce fondement-là, le vivre ensemble allait être complètement perturbé, comme nous l'avons vu avec toutes les tendances et les pressions transnationales. Le nasserisme, le transnationalisme arabe, ensuite le transnationalisme syrien, et toute autre dérive de ce pays. Et finalement, la politique étrangère essayait de préserver l'indépendance du Liban. Dans les années Chamoun notamment, et ensuite dans les années Chehab, jusqu'à ce qu'est survenu l'accord du Caire, l'affaire des Palestiniens au Liban, et aussi le Liban était divisé sur la question palestinienne. Tout le monde s'accordait à dire que la cause palestinienne était une très belle cause, la cause centrale des Arabes. Aujourd'hui, de même, il y a cette même prise de position, mais de là à ce que le Liban devienne le front qui devrait s'ouvrir pour défendre et libérer ensuite Jérusalem, c'était tout autre chose. La politique étrangère du Liban a soutenu la cause palestinienne, a préservé le vivre ensemble, malgré les prises de position opposées qui ont commencé à s'esquisser après l'accord du Caire. Les Palestiniens, la fausse entente sur la question palestinienne a provoqué une guerre au Liban. Ensuite est intervenue la Syrie au Liban, sous la couverture de la fausse dissuasion arabe. Une résolution onusienne. Et ensuite des accords, des ententes avec les Syriens qui ont conduit ensuite à une guerre avec les Syriens. Ensuite, nous avons les Israéliens. Et aussi, il y a les résolutions 425 et ensuite l'accord du 17 mai, guerre avec les Israéliens et avec toutes les conséquences que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Parce que nous parlons sérieusement de l'Iran. Aujourd'hui, toute autre chose n'est qu'un produit, finalement, de cette aspiration iranienne à trouver véritablement une bonne assise sur la côte orientale de la Méditerranée. Et le problème avec l'Iran aujourd'hui, que nous vivons au Liban, une certaine guerre froide avec les alliés de l'Iran. Une guerre froide. Depuis les accords de Doha, et, le 7 mai, et j'en passe. Et dans tout cela, comment une politique étrangère pourrait se dessiner? La politique étrangère a opté pour le multilatéralisme au sein de l'ONU, les résolutions onusiennes, et nous nous attachons beaucoup aux résolutions onusiennes que nous connaissons. Ensuite, nous avons, avec la diplomatie de Rafik Hariri, il faut le dire, qu'il a essayé de soustraire l'indépendance du Liban à l'emprise syrienne en essayant de découpler l'économie de la politique.
et en essayant d'aller vers Paris 1, 2, 3, 4, etc., ce qui pourrait donner une certaine autonomie au Liban, donc une certaine politique indépendante vis-à-vis de la Syrie. Cause perdue, parce que nous avons que la Syrie exerçait toujours la haute main sur les grandes questions politiques, notamment l'adhésion du Liban à une organisation comme l'OMC, qui lui était interdite parce que la Syrie n'était pas prête encore à adhérer aux accords de commerce multilatéral. Et donc, finalement, Halifi Ali a payé de sa vie ce pari de découpler la politique étrangère intérieure économique de la politique étrangère politique. Nous avons vécu dans les années 2011 et après ces mêmes tentatives de découplage sous l'appellation de, en arabe on le dit, rabt al-nizar, c'est-à-dire que le conflit ne sera que retardé et on va aujourd'hui simplement faire s'accommoder avec la situation. Gérer la crise. La grande question qui s'était posée à l'époque, et c'est la nouvelle question libanaise, c'est comment concilier la stabilité libanaise tant demandée et par la communauté internationale et par des gens qui sont fatigués au Liban du combat pour la souveraineté du Liban, comment concilier cette stabilité qui laissait le Liban vers une dérive pro-iranienne et de l'autre côté préserver les éléments constitutifs de l'État libanais. Parce que finalement, ces éléments constitutifs étaient minés l'un après l'autre. Les institutions, l'armée, la sécurité, l'économie, la banque, tout cela. Et nous avons vécu toute cette crise récemment, depuis 3-4 ans, avec toute la catastrophe dans laquelle nous avons. Donc, la stabilité et le Cèdre 1, Cèdre et plus, vous voyez, la stabilité était devenue une chimère. Nous n'avons gagné ni les éléments constitutifs de l'État, ni la stabilité ainsi préservée. Et toute la politique étrangère libanaise a opté pour une dérive depuis quelques années. Elle est devenue la voie de la volonté iranienne au Liban. Elle exprime les désirs de l'Iran. Elle montre à chaque instant que le Liban est une carte maîtresse parmi les cartes que l'Iran a détenues dans la région. Et à chaque occasion, quel que soit le sujet posé devant la communauté internationale, il faut toujours montrer que nous sommes, le Liban, c'est-à-dire de fidèles et loyaux serviteurs de la cause commune, voire avec l'Iran. Nous l'avons vu avec la Syrie et la cause ou la question des migrants syriens au Liban, et nous la voyons dans chaque question qui est posée, notamment ensuite aujourd'hui, ce qui se pose au sud Liban, où il est évident qu'une écrasante majorité des Libanais ne veulent pas la guerre, malgré leur soutien, je dirais, humaniste et éthique à la cause palestinienne, voire politique. Ils ne veulent en aucun cas payer les frais, encore une fois, de ce conflit qui ne trouve pas fin. Voilà en quelques mots ce que j'ai voulu dire. Pour résumer mes propos introductifs, dirais-je, pour résumer, je dirais que le Liban utopie, message, le Liban vivre ensemble, est quelque chose qui mérite, à mon sens, c'est mon point de vue et le point de vue du parti et de la partie libanaise que je représente, c'est un pari qui mérite d'être fait. C'est quelque chose qui anime les militants, les Libanais épris de liberté, ici et dans le monde. C'est une utopie qui mérite d'être vécue. Encore faut-il renforcer les soubassements locaux de cette politique utopiste, donc d'un Liban meilleur. Je voudrais boucler avec quelque chose. Il n'y a aucun pays au monde, comme le Liban,
qui est déterminé, qui devrait avoir une raison d'être pour exister. Beaucoup de pays, la plupart des pays, n'ont pas besoin d'une fonction, d'un rôle. Le Liban a besoin d'une fonction, a besoin d'un rôle. Sans ce rôle-là, il n'a plus de sens. Et le Liban sans sens, eh bien, ne sera plus. Et donc, il n'aura plus de raison pour qu'il soit soutenu, et ni par la communauté internationale, ni par les amis du Liban. Donc, Liban, valeur, intérêt, et non pas l'inverse. N'est pas l'inverse, intérêt, Liban, valeur, ou je ne sais quoi. Liban, valeur. Et il faut que les Libanais y croient pour qu'on puisse ensuite en convaincre la communauté internationale. Merci. Alors, je voudrais justement, à partir de le point que vous avez soulevé maintenant, pour retourner un peu au thème de la politique étrangère, je voudrais me placer dans un cas de figure idéaliste, disons. Je voudrais supposer que l'influence iranienne a été, disons, jugulée, même éliminée, et que toutes les factions libanaises sont retournées politiquement au Liban et qu'il y a une normalisation politique au Liban. Donc, dans ce cas de figure idéal ou idéaliste, quelle est la politique étrangère qui devrait être définie et adoptée en prenant en considération donc que tous les facteurs inhibiteurs et de crise ont été éliminés par miracle, par un coup de baguette magique? Est-ce qu'on peut... Quelle est la politique étrangère idéale qui prendrait en considération les impératifs de l'équilibre interne, des équilibres internes au Liban et de la raison d'être du Liban? Est-ce qu'on peut définir une politique? À vous, puis je reviens à M. Ahmadi. Oui. Très rapidement, oui. Maurice Gemayel disait le Liban, où il est universel, où il n'est pas. En d'autres termes, le Liban ne devrait pas avoir une politique étrangère dans le sens classique du terme. Le Liban a une dimension universelle réellement. Je viens de rentrer d'Australie et j'invite tout Libanais à découvrir ce que c'est l'Australie. Nous allons comprendre comment la diaspora, les Libanais d'Australie, oui mais c'est la même chose maintenant, c'est vraiment, c'est que il faut savoir ainsi quel est le poids de ce Liban. Ce Liban vecteur de francophonie déjà. Parce qu'il ne faut pas, on ne peut pas passer sur ce sujet sans parler un peu de la France qui a des liens historiques avec le Liban et cette France qui y a à cœur encore de promouvoir la valeur intrinsèque du Liban. Bien sûr, nous divergeons beaucoup avec beaucoup des approches françaises, mais à la veille de la visite de M. Le Drian, nous allons toujours montrer la bonne chose et dire voilà, nous espérons toujours qu'il y aura une solution avec la France et les amis du Liban, bien sûr. Mais donc, le Liban est universel et valeur. Et donc, une politique étrangère devrait être, à mon sens, une politique multilatérale, globale. Notre place est aux Nations Unies. Notre place est dans le dialogue entre les cultures. Beyrouth elle-même devrait être cet espace commun où les civilisations et les cultures peuvent discuter de leur avenir. Aucun autre endroit au Moyen-Orient ne peut remplacer le Liban dans cette fonction-là. Aucun autre. On a cru à un moment donné, et surtout avant Gaza, que cela était possible en créant des espaces plus ou moins artificiels où l'on conduisait des dialogues plus ou moins, bien sûr, prédéterminés. Non. Il n'y a qu'à Beyrouth, où le chiite et les sunnites et le druze, et devraient être un jour les juifs et les chrétiens, peuvent discuter librement et construire une nation ensemble, et où l'on peut inviter tout le monde à réfléchir sur le devenir de l'humanité. Ceci devrait être protégé par une politique étrangère, avec les Nations Unies, avec l'Union européenne, avec nos amis proches, avec nos proches voisins.
C'est comme cela que nous pourrions replacer le Liban. Parce qu'une politique étrangère est de servir les intérêts suprêmes du pays, et nos intérêts suprêmes sont ceux-là. Et puis ensuite, les investissements, l'économie. Michel Chiha, mon ami Marouane vient de le souligner. L'économie. Vous savez, nous n'avons pas besoin, si on restaure la confiance au Liban, nous n'avons pas besoin d'aide internationale. Disons-le. Je vous assure que la diaspora libanaise, c'est ce qu'elle m'a assuré pendant tous mes voyages à l'étranger, sont prêts à faire venir ces milliards nécessaires pour le redressement du Liban. On n'a pas besoin d'être, nous, en train de quémander quelques milliards par-ci et par-là. Nous avons construit des capitales, des cités dans le monde. Et donc une politique étrangère devrait réanimer cette envie des Libanais de la diaspora et des capitales dans lesquelles ces diasporas résident pour qu'il y ait un effort commun, collectif, pour que le Liban retrouve cette place particulière dans cette région du monde. Il n'y a pas de déterminisme géographique. Je ne crois pas qu'il y ait un déterminisme géographique en ce qui concerne le Liban, parce que l'espace du Liban n'est pas tout simplement la superficie du Liban. On est bien au-delà. Ça me rappelle, vous avez évoqué Maurice Jumaïl. Ça me rappelle le projet de Maurice Jumaïl. Mon collègue Amin, il avait lancé un projet d'un centre universitaire du dialogue des cultures à Byblos, qui évidemment qui est tombé dans l'oubli. C'est ce que j'ai voulu dire quand parlant de Beyrouth, ville universelle. En fait, il voulait faire le centre à Byblos, c'est ça. Ça rejoint un peu ce que vous disiez maintenant. C'est exactement ça. Il était innovateur, d'ailleurs, il était avant-gardiste sur ce plan-là. Oui. À Banloune aussi. Oui, tout à fait. La banque des cerveaux, tout à fait. Monsieur Ahmed, je voudrais revenir à vous. Vous avez dit au début qu'en 1943, le pacte national était fondé essentiellement sur cette idée, en définitive, de neutralité. Ni Orient, ni Occident. C'était un peu ça, la neutralité. Est-ce que le mandat parce que le mandat de Camille Chamoun, il avait clairement, il avait une politique, il voulait adhérer au pacte de Bagdad et tout ça. Il avait une politique donc clairement pro-occidentale, disons. Ce qui n'est pas un défaut, mais c'est la réalité. Durant le mandat de Fouad Chahab, est-ce qu'on peut dire que le mandat de Fouad Chahab a été un exemple d'application d'une politique neutre en matière des affaires étrangères, vu que dès le départ, il a voulu un peu tracer les jalons de ses rapports avec Nasser, avec l'Égypte de Nasser, et mettre des limites, disons. Est-ce que vraiment on peut dire que le mandat de Fouad Chahab a illustré quelque part, ne fût-ce que dans une certaine proportion, une politique de neutralité? Oui, en fait, une politique étrangère doit être dynamique. Elle ne peut pas être immobile. Et moi, je suis peut-être un peu en désaccord avec le professeur Saïr sur le déterminisme de la géographie. La Pologne a été victime de ce déterminisme. Pour donner un exemple, nous, l'accident palestinien dû à d'abord le réveil du sionisme, mais aussi les excès en Europe et surtout dans l'Allemagne nazie à l'égard des Juifs, qui a entraîné ce mouvement qui a porté vers la Palestine des milliers et des centaines de milliers de déplacés. Donc, mais la politique étrangère doit être mobile, mais mobile dans un cadre déterminé. Le pacte de 1943, je reviens à ce pacte de 1943, bien qu'il paraisse à beaucoup de gens comme étant vieillot. Au contraire, c'est le pacte de demain, c'est le pacte d'avant-hier et c'était le pacte d'hier. Parce que, en disant ni Orient ni Occident, ça ne voulait pas dire qu'on est fermé, au contraire, ça voulait dire que nous sommes le lieu où le mariage des cultures peut se faire, nous sommes le message à toutes les religions, à toutes les civilisations. Mais en même temps, c'était de dire que le Liban ne va pas disparaître et se fondre dans un hinterland
avec qui il a des attaches linguistiques, religieuses, économiques essentielles, qu'il ne peut pas méconnaître, et avec le monde. Et c'est pour ça que le Liban a toujours été décrit comme une montagne, refuge, et en même temps une mer, ouverture. C'était ça, en fait. Et en définitive, pour revenir à ta question initiale, à notre ami Selim, si par miracle l'Iran dit, elle ne va pas disparaître de la carte. Mais politiquement, au Liban, disons. Oui. Elle ne va pas disparaître totalement. Oui. Mais dans l'idée d'une certaine neutralité du Liban, ce n'est pas une neutralité à l'égard des causes. C'est qu'on épouse les causes justes, reconnues par les Nations Unies, soutenues par la Ligue arabe, parce que voilà les organismes auxquels nous nous sommes associés. En fait, quand Camille Chamoun a un peu fait la tête à la Ligue arabe et est allé vers le pacte de Bagdad, c'est-à-dire Turquie, Irak, Iran à l'époque, le pacte de Bagdad, puis le pacte islamique où s'est rajouté l'Arabie saoudite d'antan. Il s'est mis à dos une partie du monde arabe et peut-être l'opinion publique arabe en général. Aujourd'hui, nous avons ce phénomène iranien. Une révolution qui a pris sa dynamique pour mille et une raisons, nous ne sommes pas ici pour en discuter, mais qui a transformé la politique de l'Iran en politique impérialiste à l'égard du Proche-Orient. C'est une politique qui a détruit l'Irak avec évidemment une complicité active des États-Unis, je le regrette, en 2003. Et là, la France, de Murville, la France gaullienne, représentée par Chirac à l'époque, avait eu l'attitude propre. Mais aujourd'hui, cette même France n'aurait ni accepté les excès de l'Iran, ni accepté l'agression d'Israël. Et en définitive, ce qu'on doit retrouver pour pouvoir mettre l'Iran, non pas totalement à l'écart, ça restera un partenaire privilégié. Elle est à 1200 km à peine, ou 1000 km, et on ne pourra pas l'occulter. Mais il faut mettre un terme à cette implantation qui est, comme le disent certains auxquels j'adhère, il y a une véritable occupation, parce que ce n'est plus une tendance politique, c'est devenu une mainmise militaire qui prend des décisions de guerre ou de paix sans tenir compte des intérêts primaires du Liban. Et donc, nous avons essayé, avec le Hezbollah, nous avons essayé de leur dire, maintenant vous avez des députés, vous avez des ministres, vous avez une large audience populaire, vous êtes rentrés de plein pied, non seulement vous, mais toute la communauté chiite, dans l'équilibre libanais, même en y prenant une place prépondérante. Vous devez vous libaniser. Les sunnites se sont libanisés. Ce qui a aidé les sunnites à se libaniser, à part les dérives pan-islamiques qu'on a vécues ensuite, c'est le martyre de Rafi Hariri. C'est à ce moment-là qu'il y a eu ce réveil réel qui commençait déjà à se dessiner face à l'hégémonie syrienne, qui, il faut l'appeler, est une hégémonie confessionnelle, alaouite, qui a détruit la Syrie en tant qu'État, qui avait été légué par la France après 1001 péripéties, mais il y avait un État syrien. On regardait Damas comme étant une des grandes capitales du Proche-Orient. Il n'en reste rien. Toutes les 48 heures, on lui détruit son aéroport. Elle n'est pas capable de lancer un missile, ni de parler même. Donc finalement, la chose est devenue une question d'essayer de réattirer une des communautés libanaises pour qu'elles ne vivent pas ce qu'ont vécu les autres, c'est-à-dire la raclée qu'ont reçue les Druzes au XVIIe et XVIIIe siècle, celle que les Maronites ont reçue après l'indépendance et l'avènement du nasserisme et l'implantation de l'OLP, Fatah Land, etc. Le pays était dirigé de Sabra
ni avec ce qu'on a vécu avec Anjar qui dirigeait le pays, ni maintenant avec Dahiye qui prend toutes les décisions, qui permet ou ne permet pas un président, qui permet ou ne permet pas un gouvernement, et qui se mêle de toutes les affaires du pays, de toutes les affaires du pays. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de remobiliser à l'extérieur des forces qui jugulent, qui contiennent, pour ne pas dire jugulent, c'est trop fort, qui contiennent cette influence iranienne au Proche-Orient, sans que ça ait l'air de s'allier avec Israël, parce que l'autre a brandi le drapeau de la Palestine, pas à bon escient, simplement pour détruire l'environnement arabe, et essayer à l'intérieur de réconcilier sur les bases de Taïf, remodifiées pour ouvrir les... Taïf avait ouvert des fenêtres, mais on a laissé les persiennes fermées vers une certaine déconfessionnalisation, vers une laïcité dans l'administration, vers une indépendance. Il était question que Israël se retire, mais la Syrie se retire et reconsidère les frontières. Et depuis, nous avons vécu de mensonge en mensonge. Hassan Nasrallah, dans les conférences de dialogue en 2006, quand il nous promettait monts et merveilles, nous a emmenés vers une guerre et puis a continué d'assassiner les gens dans le pays, tous ceux qui représentaient le mouvement souverainiste. Et finalement, on a décapité ce mouvement et on a fait un coup d'État en 2008. Et après ce coup d'État, et à mon avis, on est allé à Doha comme à Munich, comme Chamberlain et Daladi sont allés à Munich. Et finalement, on a livré le pays progressivement au Hizb. Aujourd'hui, ceux qui sont au gouvernement, tous, ceux qui nous représentent, ceux qui ne nous représentent pas, les autres, les chrétiens, les choses, sont tous tributaires du doigt que lève le Sayyid Hassan. Il faut absolument redynamiser un mouvement au Liban de résistance, je ne dis pas militaire, mais de résistance assez dynamique politiquement pour permettre à l'État de se reconstituer, de nommer un président, d'élire un président qui incarne un peu ce Liban et de faire un gouvernement qui mènera le Liban vers l'équilibre intérieur et donc vers une politique étrangère qui soit lisible et acceptée par son environnement. Pour donner un exemple, le Liban était considéré par la Ligue arabe et l'accord de défense interarabe comme un pays de soutien. Moussanada. Nous sommes devenus le seul pays de confrontation et tous les autres sont Moussanada. Et ce n'est pas vrai qu'on a gardé un rôle. Qatar a pris notre rôle politique de médiation. Les Émirats ont pris notre rôle économique. Et l'Arabie est en train, c'est le réveil d'un géant. Je ne sais pas où ça va aller, mais... Et puis il y a des pays qui sont plus stables. Et comme disait Salim, il y a des pays qui n'ont pas besoin d'un rôle, qui sont là. L'Égypte est aussi vieille que le Nil, elle sera toujours là. Personne ne peut dire à l'Égypte, tu vas disparaître. Mais on peut dire au Liban tel qu'on le connaît, qu'il risque de disparaître. Donc, avant de lancer le débat, M. Saïr, vous avez quelque chose à ajouter à ce... Je retiens deux, je ne sais pas si vous voulez commenter ça, deux idées maîtresses de ce qu'a dit M. Hamadi. D'abord, que le pacte de 1943 n'est pas obsolète, c'est un pacte qui pour le futur, vous avez dit, c'est un peu qui a l'origine de Taïf. Oui, ça c'est un. Deux, M. Ahmed a parlé d'une politique, et mesdames les ambassadrices sont là, c'est important, une politique de containment, comme disent les Américains, à l'échelle internationale, pour contenir justement l'impérialisme iranien. Le Liban a besoin de cette politique de containment. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire à ce sujet ou vous voulez rebondir
sur autre chose avant d'ouvrir le débat. Donc. Oui, bien sûr, je souscris entièrement à l'idée du pacte national. Je l'ai souligné dans mes propos aussi. Sans cette entente interlibanaise sur la primauté du Liban et la non-affiliation à des dérives transnationales moyen-orientales ou encore à une certaine affiliation quelconque à l'Occident, il n'y a pas de Liban, il n'y a pas de volonté de vivre ensemble. Il a fallu rassurer les communautés libanaises. Aujourd'hui, ce nouveau pacte aura encore davantage une dimension chiite. Il ne faut pas se leurrer. Il faut que le Hezbollah soit partie intégrante et de plein gré, de la même façon que Riyad Sulh a fait le pacte national avec Bachar al-Khouri. Il faudrait finalement que les chiites eux-mêmes disent aussi qu'ils ne veulent plus être affiliés à une quelconque puissance étrangère. Ça va de soi. Il faut qu'il y ait un Riyad al-Sulh chiite. Ça, c'est de un. De deux, sur la politique de containment, ou ce qu'on appelle, on traduit, contenir les Iraniens. Moi, personnellement, je ne mise pas sur une quelconque politique étrangère des autres, américaines soient-elles, ou françaises, ou européennes. Il faudrait qu'on se soustrait entièrement à ce jeu de puissance, d'où la neutralité. On ne va pas être toujours tributaire des aléas de la politique étrangère des uns et des autres. Il faudrait finalement que le Liban puisse respirer. Et on l'a expérimenté auparavant avec la Mutasarrifiyya, quand on a dit que le protocole de 1964 était garanti par les 7 puissances les plus importantes de l'époque, et que finalement le Liban a pu jouir d'une certaine prospérité depuis 1964 jusqu'au début de la guerre, la première guerre mondiale. Et c'est ce qui a fondé finalement sur des assises assez solides l'État du Grand Liban. N'oublions pas non plus que même au courant de l'émirat du Liban, n'est-ce pas, il y avait toujours un regard international sur le Liban, et depuis les capitulations de François Ier 1525 jusqu'à la première guerre interlibanaise, je dirais, de 1840, il y a eu quand même comme un grand respect de cette autonomie libanaise et une garantie des communautés libanaises donnée par cette entente entre les Ottomans et l'Europe, notamment avec la France. Donc, bien sûr, j'occulte beaucoup d'incidents ou de problèmes ici, mais juste pour donner une idée macro-historique, si j'ose dire, de cette possibilité du Liban. Nous ne sommes pas en train de rechercher une utopie fondée simplement sur un rêve ou un désir. C'est une utopie fondée sur notre propre expérience nationale. Nous avons fait le Mont Liban. Nous avons fait l'État du Grand Liban. Nous avons pu assurer des années prospères jusqu'à la venue finalement de l'élément palestinien. Même l'État d'Israël, qui devait être un tournant, n'a pas tellement affecté la croissance au Liban, la prospérité, la banque, l'université, l'hôpital. Le Liban a quand même survécu tout cela, parce que nous avions l'accord d'armistice avec Israël. Nous soit dit en passant que le Liban est le seul État arabe qui n'a pas été occupé par les Israéliens, car l'armée libanaise s'est bien battue, on a pu préserver une ligne. Bien sûr, il y a quelques contestations ici ou là, mais c'est mineur par rapport à ce qu'ont pu perdre les autres pays arabes. Et donc c'est peut-être la venue de l'OLP après les incidents de Jordanie avec tout son appareil militaire qui a finalement forcé le Liban à casser, à rompre son équilibre interne et finalement rompre son unité nationale et donc sa politique étrangère.
malgré cela, il ne faut jamais oublier que c'est le feu président Sleiman Frangieh, qui a été à New York en 1974, malgré ce qu'il a pu endurer des Palestiniens ici, a été plaider la cause palestinienne à New York, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, si vous voulez, le miracle libanais. Ce pays qui peut se trouver à moitié enfoncé dans la boue, qui garde toujours la tête haute et qui ose, n'est-ce pas, plaider les grandes causes. C'est ça le rôle du Liban, je crois, auquel nous devrions œuvrer à consolider, à renforcer en tirant les leçons du passé. Donc, politique étrangère, je dois dire une chose aussi sur le feu président Chamoun. Malgré l'idée répandue que lui, il était dans le pacte de Bagdad, le président Chamoun n'est jamais entré dans le pacte de Bagdad. Il y avait des pourparlers. Les Américains lui ont demandé d'entrer dans le pacte de Bagdad. Et la pression égyptienne s'est fait sentir avec la Syrie, en voulant pousser le Liban à se joindre au projet syro-égyptien. Et donc, c'est dans cet équilibre régional que le président Chamoun a entamé des pourparlers pour voir, parce qu'il ne pouvait pas, absolument ne pouvait pas contrer le nasserisme qui est commencé finalement à peser, non pas simplement à travers les frontières, mais à l'intérieur même, d'où ce nous appelons la révolution de 58 ou la crise de 58 et la contre-révolution. Donc, quand même, non, le président Chamoun n'était pas en train d'appliquer au Liban une pure politique américaine, politique des alliances. Tous les écrits, et notamment les écrits de Charmel, l'expliquent de façon claire. Non, il était conscient de la nécessité de préserver une certaine neutralité libanaise, mais si le rapport de force devait jouer à un moment donné, il a joué, il pensait sérieusement refaire l'équilibre avec le pacte de Bagdad. Oui, oui. Il faut passer au débat. Oui, tout à fait, oui. Moi, j'ai un grand respect pour le président Chamoun et j'aime la famille Seder Al-Amar. Je suis de Ba'ali, oui, le village jumeau. Mais je veux ici te contredire un peu. Il faut. Oui, Chamoun a sorti le Liban d'une certaine neutralité que Fouad Chab, que Bchar al-Khouri essayait d'adopter et que Fouad Chab a rétabli. Qu'il a rétabli. Et on ne doit pas oublier, pas seulement qu'il n'est pas rentré dans le pacte de Bagdad, mais en flirtant outrageusement avec eux, mais qu'il a adopté la doctrine Eisenhower qui a fait sauter la baraque à ce moment-là. Et il y a eu la volonté de se faire reconduire, chose que Fouad Chab n'a pas fait, alors qu'il avait toute une majorité écrasante à la Chambre. Il a eu la sagesse de ne pas se faire reconduire. Il a eu la sagesse de rencontrer Nasser à la frontière, sous une tente, en lui disant « En politique étrangère, je ne vais pas me bagarrer avec toi, mais tu ne te mêles pas de la politique intérieure. » Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore, il n'y avait ni Fatah, ni OLP, il n'y avait pas... il y avait des successions de coups d'État en Syrie. La République arabe unie n'était pas encore créée à l'époque de Chamoun. Elle a été créée à la fin de l'été 58. Donc la question était qu'il y a eu un certain déséquilibre animé par une volonté de reconduire un mandat. Et nous avons vu comment la reconduction des mandats et les présidents qui sont aventurés dans ce genre de choses ont mené le Liban à des catastrophes. La politique étrangère, pour revenir à notre sujet, doit être l'expression d'une entente intérieure sur une neutralité presque absolue qui n'empêche pas de soutenir les causes, mais dans la mesure des moyens du Liban, c'est-à-dire politique de soutien dans l'affaire palestinienne. C'était notre politique que Philippe Tal et Fouad Chab ont évité en 67. En 67,
il y avait déjà Charles Hello. Oui, et c'était encore le chiabisme. Mais on a su ne pas s'engouffrer dans la guerre. On a su ne pas s'engouffrer dans la guerre. Et le Liban doit avoir une politique étrangère dynamique, non belligérante, claire sur l'affaire palestinienne. Parce que dans l'affaire palestinienne, pour revenir à Michel Chirac, en fin de chose, il a parlé du naufrage de l'éthique avec l'idée première, et il a fini par parler du laisser-aller qui va nous mener très loin. Et voilà, nous sommes aujourd'hui très loin. Très loin. Nous sommes arrivés au très loin. Très loin. J'espère que Noël, que tu nous souhaites, on pourra se retrouver avec ta nouvelle formule après, et pas dans les abris. Soit dit en passant qu'en 1958, il était dans un parti politique opposé au mien, nous défendant la... Je n'étais pas encore dans le niveau... mais nous étions dans des bords opposés et finalement, et nous défendions des toses... D'accord. Mais donc, moi aussi. Je voudrais passer donc au débat, aux questions. Bonsoir tout le monde, Asma Andraos. D'abord, merci beaucoup, parce que c'était un super cours d'histoire pour nous. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est tellement angoissé par notre présent, tellement terrifié par notre avenir, qu'on n'arrive plus à faire autre chose que de parler du passé. On parle de 74, elle dit c'était il y a 50 ans. Je voudrais juste que ce soit clair, c'était il y a 50 ans. Ça ne va pas mieux, ça va moins bien chaque année. Donc d'abord le constat, pays failli. Et il faut regarder les choses en face comme elles sont. Nous sommes un pays failli. Nous sommes un pays gangréné par des milices, d'autres milices dans des camps, des milices libanaises, des milices pas libanaises, des gens qui veulent la neutralité, des gens qui ne veulent pas la neutralité, des gens qui croient aux droits LGBT, d'autres qui pensent qu'il faut les brûler, des gens qui... Enfin, on en passe. Nous sommes un pays failli, à tous les niveaux. Nos frontières sont des passoires, nos caisses sont vides, nos prisons surpeuplées, et on n'a presque plus d'ambassadeurs en poste, on n'a pas de président, on n'a bientôt pas de commandant, on n'a pas de gouverneur. Donc il faut regarder les choses en face. On est un pays failli. Je comprends, c'est compliqué à dire. C'est douloureux aussi. C'est pour ça qu'on est tous chez nous terrés, ou angoissés, ou en sanglots, parce qu'on se demande pourquoi nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ceux avant eux, se sont battus pour tout ce dont vous nous avez parlé. Donc moi, ma question à moi aujourd'hui, surtout à des gens comme vous, c'est quoi les solutions? Quelles sont les possibilités d'avenir? Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne doit pas, 100 ans après, se dire, écoutez, échec, réfléchissons à un nouveau système. Je n'ai pas la réponse du système. Mais il faut dire, échec, réfléchissons à un nouveau système. Notre pays, comme il est aujourd'hui, n'est plus un pays. On est d'accord? C'est une plaque tournante, c'est un narcotrafic, c'est du blanchiment d'argent, c'est des valises de cash qui rentrent et sortent, des armements qui se baladent dans des camions, on chuchote des réalités sans vraiment se regarder en face et se les dire, et on est là à se dire combien formidable est le Liban. C'est un affreux pays, le Liban. C'est devenu un affreux pays, le Liban. Donc il faut arrêter de dire le Liban message, le Liban rêve, il faut arrêter de rêver surtout. Il faut qu'à un moment donné, on puisse dire après nous que ça ne va pas se répéter encore et encore et encore et encore. Donc juste, je voulais dire ça parce que j'ai comme l'impression qu'on a tellement peur du fait qu'on en est là, qu'on ne peut plus faire autre chose que de parler du passé. C'était il y a très longtemps tout ça. Le pacte national, c'était il y a très longtemps. La neutralité, on l'a cassée il y a très longtemps et depuis on s'enfonce. Donc maintenant, juste une question, vraiment, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas. La suite, c'est quoi? C'est très joli de dire il y a des Libanais partout, ils sont très heureux, ils vont très bien, ils se portent comme un charme, ils ont réussi brillamment. Parce qu'ils ont été obligés de partir. C'est pour ça que les grands cerveaux ne sont plus au Liban. C'est pour ça que les jeunes ne sont plus au Liban. C'est pour ça que le Canada, l'Australie, les Émirats, l'Arabie sont pleins de Libanais qui brillent. Et après? Et après quoi? C'est tout, c'était ma question. Excusez-moi si elle semble un peu... On peut poursuivre les questions. Mesdames les ambassadrices, est-ce que vous auriez un commentaire ou un commentaire? Nous devons ça à l'agressivité des forces qui ont déferlé sur le pays depuis 20 ans, 25 ans, et à la poltronnerie de nos forces politiques, à la poltronnerie de nos chefs politiques et de nos forces politiques. Et il faut reconnaître ça. Nous avons livré le Liban petit à petit. Dans le temps, on réagissait plus violemment, peut-être,
mais à bon escient. On a livré le pays. Et ça, tout le monde est responsable, y compris les citoyens qui ont choisi de partir au lieu de refaire un 17 octobre encore plus massif et plus chose. Si, tout le monde a eu peur des motocyclettes du Hezbollah, comme à Téhéran en 1900. Monsieur Aïs Al-Khouri, vous avez une question? Oui, tout à fait, parce que je n'avais pas l'intention de participer, mais Asma m'a encouragé. Juste pour continuer dans... une petite correction, je pense que Charles Malek a été ministre des Affaires étrangères de 56 à 58, pendant le mandat de Camille Chamoun. Liban Message, c'est très beau, mais ça me rappelle, c'est malheureux, je vais commencer avec quelque chose d'un peu négatif. Un ami français m'a dit une fois, mais Joe, c'est quoi ce Liban Message dont vous me parlez tout le temps? Chaque 7-8 ans, vous entretuez. C'est quel message que vous êtes en train d'envoyer dans le monde? Je pense qu'on a un problème. Nous sommes en train de nous mentir, nous sommes dans le déni, et il est grand temps qu'on n'a plus le temps, on n'a plus le luxe du temps. Nos enfants sont à l'étranger, nos amis sont à l'étranger, la plupart des familles sont à l'étranger. Deux petites choses. La chute de Constantinople, est-ce que c'est une victoire ou c'est une défaite? Pour certains Libanais, c'est une victoire, pour d'autres Libanais, c'est une défaite. Est-ce que les croisés qui sont venus dans cette région, c'est des envahisseurs ou des sauveurs? Pour certains Libanais, c'est des envahisseurs, pour d'autres, c'est des sauveurs. Il n'y a pas de mal dans tout ça. Et c'est ce qui est en train de nous pousser à ne pas savoir écrire notre histoire. C'est pour cela que quand on reparle de notre histoire, on essaye de beautify it, de l'embellir, mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que nous sommes un pays multiculturel et il est grand temps que nous regardions en face avec quel système est-ce qu'on devrait gérer notre diversité. Ce multiculturalisme, ce doit être une richesse. Malheureusement, avec ce système qui est en train de nous gérer, c'est devenu un fardeau. Nous sommes un très petit pays. Nous ne sommes ni l'Égypte, ni la Turquie, ni l'Iran, ni l'Arabie saoudite. Nous n'avons pas le luxe de guider, d'avoir une politique étrangère. Nous devons toujours suivre des gens. Or, à l'heure actuelle, et depuis à peu près une décennie, il y a deux blocs qui sont en train de se former dans cette partie du monde. Il y a un premier bloc que je qualifierais de bloc futuriste, private equity, investissement, biotechnologie, et j'en passe, tourisme. Le corps de ce bloc, ce sont les pays du Golfe, avec Israël, avec la Jordanie et avec l'Égypte. Il y a un autre bloc qui est en train de se former, qui commence à Téhéran, qui passe par Bagdad, qui arrive à Damas. Et le Hezbollah est en train de guider cette plateforme. Je ne dis pas que le Liban est un pays, malheureusement. C'est une plateforme où des communautés se sont réunies. Ça fait 100 ans qu'on essaye, un peu plus, 200 ans qu'on essaye de faire un pays et on n'arrive pas, parce qu'on a choisi le mauvais système politique. Donc, et le Hezbollah est en train d'essayer de mettre cette plateforme qui s'appelle le Liban dans ce bloc-là. Or, historiquement, dans son évolution, le Liban a toujours été viré vers l'Occident, de par la symbiose de toutes ces communautés. La façon dont on s'habille, où on envoie nos enfants, ce qu'on écoute comme musique, et j'en passe. Donc, culturellement, nous sommes beaucoup plus virés vers l'Occident qu'ailleurs. Donc, on ne peut pas être dans le deuxième bloc, là où le Hezbollah essaie de nous mener. D'où la tension qui règne depuis une décennie dans ce pays. Mais si on ne peut pas joindre le premier bloc, on ne peut pas être dans le deuxième bloc. D'où le besoin de neutralité de ce pays. Donc il est impératif que ce pays se positionne et qu'on le dise une fois pour toutes, une neutralité. Et je ne veux pas passer avec l'hiyad al-ijabi ou l'hiyad al-salbi et j'en sais quoi. C'est un pays qui se doit d'être neutre. Point. Monsieur Ahdab, est-ce que vous avez vous voudriez prendre la parole, Monsieur Ahdab? Oui.
Oui, ben, je voulais remercier nos amis Marwan et Selim pour leurs interventions. Je suis d'accord avec Asma, comme quoi nous sommes un pays failli. Et finalement, nous parlons de containment qui devrait venir de l'étranger, alors que nous n'avons pas fait de containment intérieur. Quand on parle de souverainistes, moi je me rappelle le début du 14 mars, quand il y avait le patriarche Sphère, et il y avait des chiites très courageux, qui étaient très représentatifs, et qui étaient souverainistes par excellence, et qui représentaient ce Liban auquel nous adhérons tous. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ce qui s'est passé avec eux, c'est qu'ils ont été mis de côté par le leadership du 14 mars. Pourquoi? Pour des raisons affairistes, d'alliance politique, quand il y a eu cette fameuse alliance quadripartite avec le Amal et Hezbollah. Donc, tout le monde qui était au pouvoir au Liban a décidé que seul pouvait parler pour les chiites Hezbollah et Amal qui est son aide, un satellite en quelque sorte. Maintenant, la politique libanaise, quand on voit un peu, d'ailleurs c'était vraiment très intéressant parce que quand on revient à Michel Chihas, qui était un peu une façon de vouloir to embody, ce vivre ensemble dans une politique qui pouvait également être une politique étrangère. Il faut voir un peu ce que nous voulons ici au Liban. Moi, je viens d'une partie du Liban où cette politique de radicalisation qui se passe dans la région, au vu et au su de tous les gouvernements occidentaux et de tous les politiques libanais qui sont en train d'observer la mainmise du Hezbollah sur les institutions et juridiques, et militaires, les agences de sécurité et administratives, sans rien faire. Maintenant, ça devient grotesque après Gaza. Donc on voit très bien qu'il est en train de financer les radicaux, de les promouvoir, de les rendre plus forts, et on est en train de le faire dans un pays où il y a 18 groupes religieux. Tout ça pour dire, finalement, nous sommes culturellement différents. Bon, supposons que nous veuillions nous séparer et faire je ne sais pas, moi je ne veux pas discuter, rentrer dans les nouveaux propos de quel Liban on veut, fédération, etc. Mais même si on veut une fédération, même si on pense qu'on ne peut pas vivre ensemble en tant que différents groupes religieux, il faut savoir qu'il faut un État central pour gérer tout cela. Pour l'instant, l'État central est en train de maintenir et de subventionner même, je dis subventionner, même financièrement, des groupuscules armés radicaux un peu à droite et à gauche. Donc ça, c'est la recette pour qu'il n'y ait plus de chrétiens au Liban. Si jamais on essaie de transformer des régions comme à laquelle j'appartiens et qui a eu la possibilité très souvent de montrer son appartenance nationale, quand il y a eu le président Hariri, quand il y a eu le 17 octobre, tout le monde a montré que nous sommes avec le Liban, avec la diversité. Eh bien malheureusement, j'écoute même des grands reporters maintenant, comme j'ai entendu hier à la télévision, l'agenda sunnite, c'est quoi l'agenda sunnite? Donc radical. C'est ridicule. Si l'État libanais veut soutenir ce genre de politique, eh bien tout simplement, c'est que cet État failli n'aura aucune possibilité de pouvoir démarrer un jour. Donc je pense qu'il faudrait qu'on sorte de la poltronnerie, comme notre cher Malouane l'a appelé, locale, et dire les choses comme elles sont. Quand il y a un avocat, donc ce n'est pas le point de vue d'un politique, qui mentionne l'intervention et la manipulation de certains services spéciaux libanais pour radicaliser des jeunes gens de Tripoli et les envoyer se battre avec Daesh, il faudrait que quelqu'un réagisse, et pas seulement chez nous, dans notre petit coin du Liban. Parce que c'est la dernière ligne de défense de la diversité libanaise, et quand on parle de message, il faut se rappeler que c'était le pape Jean-Paul II qui avait dit ça. Pourquoi? Parce que la diversité, c'est une façon d'être inclusif, et c'est peut-être la seule façon de protéger toutes les minorités. Et là, j'en reviens à ce que disait notre cher professeur, que c'est vrai, et il faudrait que ce soit un endroit où tout groupe religieux puisse s'exprimer et parler de façon tranquille. C'est ça le message. Mais on ne pourra jamais le faire si on n'a pas une vision nationale au Liban, et malheureusement, nous n'avons pas maintenant.
Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Oui. Merci d'abord pour cette présentation très intéressante et qui nous a ramené en arrière pour comprendre beaucoup de choses. Moi, je vais être un peu plus pragmatique. Il faut un peu de romantisme, c'est juste chaque fois qu'on parle du Liban. Mois d'octobre 2013, le président Michel Sleiman a réussi, avec l'aide des Nations Unies à l'époque, notamment l'ambassadeur Plumlee et Ban Ki-moon, à mettre sur pied ce qui a été appelé le groupe international de soutien au Liban, ISG. Cet outil est un outil de politique étrangère absolument remarquable, qui malheureusement a été littéralement défoncé par les cabinets ministériels successifs qui sont venus après le départ de Tamam Salam, c'est-à-dire fin 2016. Et je me demandais, dans aussi un accès de romantisme, si, compte tenu du fait que le Conseil des ministres actuel est composé de zombies dans un coma profond, le Parlement, ou peut-être même un groupe de parlementaires, parce que le Parlement dans son ensemble, je ne pense pas serait l'endroit idéal pour raviver ce genre d'effort. Est-ce que vous pourriez mobiliser, est-ce que c'est logique d'espérer que vous pourriez mobiliser de nouveau le ISG et d'essayer de l'aider, de bien l'aider à refocaliser sa politique sur le Liban de façon unifiée? Parce qu'aujourd'hui, vous avez autour d'une même table les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ce n'est pas peu de choses. Vous avez en plus l'Allemagne, l'Italie et l'Union européenne. Donc, vous avez autour d'une même table une force de persuasion internationale remarquable. Et si, malheureusement, elle a tiré à Hu et à Dia au cours des dernières années parce qu'il n'y a pas eu de focalisation autour d'un problème libanais particulier auquel on leur a demandé de s'atteler, c'est peut-être une bonne chose d'essayer de leur montrer qu'il y a un intérêt au Liban, au moins dans cette institution qui tourne, mais qui tourne, et auquel vous appartenez tous les deux, ainsi que mon ami Pierre qui est là. Donc, j'ai une prière et une question avant la prière. Est-ce que vous pensez que c'est faisable et est-ce que vous seriez prêt à mobiliser quelques députés bien pensants et à rassembler de nouveau le ASG autour de cette idée? Il ne faut pas oublier une chose, et je termine avec ça, c'est qu'il y a en filigrane également un élément très important au ASG qui est le rôle de la Banque mondiale. La Banque mondiale est partie intégrante de ce mécanisme à travers un fonds qui a été également mis en place fin 2013 et qui logiquement continue de fonctionner. Malheureusement, je pense logiquement on devrait être en train de fonctionner, mais je ne sais plus ce qu'il en est maintenant. Merci. Madame Chidia, est-ce que vous voudriez prendre la parole ou bien... Le micro. Malheureusement, je rejoins un peu ce que Asma a dit, et ce qu'Aïssa Al-Khouli a dit, et ce que notre ami a dit. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que notre ministre Saïr a dit. L'utopie, c'est de croire que le Liban d'antan pourra continuer à exister. Malheureusement, il n'y aura plus d'unité comme avant. À un moment donné, il y avait des circonstances internationales qui avaient poussé les choses dans un certain sens. Maintenant, il y a une divergence totale. Il y a des peuples libanais. Il n'y a pas un seul peuple libanais. Nous parlons de gouvernement national, nous parlons d'institutions nationales, mais finalement, ces institutions, à chaque période, sont à la merci d'un camp politique qui est le plus dominant sur la scène locale. Je veux croire en un Liban indifférent, parce que en un Liban différent. J'ai 8 neveux, aucun d'eux ne vit actuellement au Liban. Ils sont déjà installés à l'étranger avec leur famille.
Ça veut dire que le futur ne nous appartient plus. Il appartient au camp du Hezbollah qui nous menace jour après jour, qu'il est devenu majoritaire. La guerre à faire des enfants, ce n'est pas notre guerre. Et c'est pour cela que je suis avec M. Issa Al-Khouli, même si je fais partie d'un parti politique qui peut-être ne parle pas de fédéralisme, mais moi, personnellement, je crois que ça serait peut-être une solution que nous devrons adopter. Le Liban message, ça c'est l'utopique. Parce qu'il y a d'autres pays maintenant qui portent ce rôle d'une façon beaucoup plus intéressante que le Liban. Nous devons trouver un rôle pour le Liban. Et quand on parle de politique étrangère, pour revenir à votre sujet, rebondir sur le sujet principal de cette rencontre, je crois que tant que chacun de nous pense d'une façon différente, certains parlent de neutralité, d'autres parlent d'adhérence au camp iranien. Les temps ont changé. Avant, c'était le rôle de l'Europe, le rôle des États-Unis. Maintenant, il y a le BRICS. Toute la scène internationale est en train de changer. Elle n'est pas définie maintenant, mais il y a un nouveau paysage qui se dessine universellement. Alors, quel sera le rôle de notre petit Liban? Moi, je préfère le Liban de la Mutasarrifia. Je crois que le patriarche Hawayek a commis une erreur en 1920. Je suis née à la rue Gouraud, mais quelque part, il y a une erreur qui a été commise. Nous n'aurons jamais une politique étrangère où nous serons tous d'accord là-dessus. Je suis triste pour ce qui se passe. Je suis très inquiète en ce qui concerne l'avenir du pays. Merci. Monsieur Germanos, vous avez une... Moi, je pense que le Liban va rester. Il n'y a pas de danger pour le Liban. Le problème, c'est est-ce que nous, on va rester? Et quel est notre avenir dans le Liban? Ça, ce sont deux choses extrêmement différentes. Et mon diagnostic, c'est qu'il n'y a pas un problème libanais, il y a un problème levantin, au Levant. Les pays du Levant sont très connectés. Il y a un problème Israël-Palestine. Il y a un problème au Liban. Il y a un problème en Syrie. Il y a un problème en Irak. C'est ce que moi j'appelle les débris de l'Empire ottoman. Et jusqu'à maintenant, on est dans le même problème entre l'influence des forces orientales et les forces européennes. Et cette région a été complètement détruite. Et l'Occident a joué, à mon avis, un très mauvais rôle au Levant, très mauvais. Premièrement, en déstabilisant l'Irak avec Saddam Hussein, qui a été une catastrophe humanitaire, civilisationnelle, et en démantelant l'armée irakienne. La guerre civile qui a eu lieu en Syrie sans fin. Ça veut dire ni Bachar il a pu sortir victorieux, ni la révolution a pu en finir avec Bachar al-Assad. Donc la Syrie, c'est un vrai drame. Le Liban, où Israël et l'Occident ont appuyé systématiquement le Hezbollah depuis 1984 et ont permis à ce qu'il contrôle le pays. Ça, c'est un fait historique. On peut citer les dates et comment on a laissé faire. Et ce n'est pas un secret qu'Israël a soutenu le Hamas et d'une certaine façon a laissé faire le Hezbollah. Ça, c'est un fait. Et maintenant, Israël est en train de payer cher parce qu'elle a manipulé le Levant d'une façon catastrophique. Et maintenant, on est dans un chaos qui peut embraser le monde. C'est comme les Balkans. Maintenant, le Levant, c'est comme les Balkans. Donc, il ne faut pas diagnostiquer le Liban seulement à partir des frontières du Liban. Il ne faut pas négliger le rôle extrêmement néfaste et mauvais que l'Occident et les mauvaises politiques qu'il a faites. Et aussi, il y a la Russie, son rôle déstabilisateur dans la région. Et on est dans le pétrin où on est maintenant. Et la solution ne peut qu'être qu'au niveau levantin. Il faut regarder même le problème israélien maintenant
qui a été créé, mais c'est énorme, ne peut pas être résolu sans régler la question levantine. Ce qu'Israël essayait de faire, de neutraliser le port de Beyrouth et d'ouvrir des routes commerciales, et comme s'il n'y avait pas d'entourage, qu'il n'y avait pas de millions de gens, de dizaines de millions qui devaient vivre ici au Levant. On est très connecté à la Palestine est connectée à nous. C'est ça, il faut une volonté internationale sérieuse, objective, honnête, qui puisse stabiliser le Levant. Merci. Oui. Voilà. Merci pour l'exposé. C'est quand même assez instructif sur le plan historique. Là, j'ai quelques remarques justement à avancer. Oui, j'ai quelques remarques à avancer pour ce qui a trait justement à l'omission de la politique étrangère de Kamil Chamoun dans votre discours, M. Ahmadi. Je pense qu'il aurait fallu la mentionner parce que c'était l'expression, à mon avis, la plus complète de ce qu'on appelle le souverainisme résolu dans ce pays-là. C'est le seul président de la République qui ait opté résolument pour ce qu'on appelle une politique étrangère indépendante, compte tenu du fait qu'il a ménagé toutes les fractions, tout en sachant qu'il a voulu à ce que le pays ait sa propre politique étrangère. Donc on ne peut pas lui en faire... on ne peut pas en vouloir à Kamil Chamoun. Kamil Chamoun a respecté finalement les attributs de souveraineté et il a essayé de les mettre en application. Et finalement, ce à quoi on a eu affaire par la suite, c'est à 4 notions de souveraineté, si jamais je me permets une dissection un peu structurale de la notion de souveraineté au Liban. Il y a eu le principe de la souveraineté limitée, donc qu'on a connu de manière justement alternée, que ce soit avec la République justement égyptienne et l'Union égypto-syrienne, etc. On a eu l'époque de ce qu'on appelle la souveraineté discrétionnaire, donc on pouvait opter tantôt pour la souveraineté et tantôt pour des compromis, quels que soient ces compromis et quel que soit le caractère compromettant de ces compromis, nommément l'accord du Caire, nommément les solutions à demi-mesure qui nous avaient coûté plus tard ce qu'on appelle l'éclatement de plus en plus progressif des prérogatives souveraines dans le pays, etc. Et puis, on a connu ce qu'on appelle la souveraineté neutralisée telle que nous la vivons à l'heure actuelle au Liban. C'est-à-dire, le Liban n'est plus un lieu de souveraineté. C'est-à-dire, la légitimité nationale du pays ne s'exprime plus à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau politique étrangère, politique de défense, politique financière, à n'importe quel niveau. Et nous sommes là à nous balloter entre des choix qui sont finalement fixés par des politiques étrangères, par des politiques de puissance, etc. etc. Donc voilà, il nous faudrait revenir non seulement à la poltronnerie, mais à des complicités intérieures qui ont fait valoir à ce pays de grands malheurs, c'est-à-dire le ralliement de ce qu'on appelle la gauche libanaise dans les années 60 à l'OLP n'est pas un acte bénin. Et c'est ça ce qui a préludé finalement à l'effondrement progressif de ce qu'on appelle la notion de souveraineté libanaise. Nous sommes arrivés à la mainmise syrienne, nous sommes arrivés à la mainmise iranienne, ce n'est pas un accident de l'histoire. Cela s'inscrit dans un continuum qui a abouti au désastre que nous vivons à l'heure actuelle. Finalement, je conclue avec ça. Il ne faudrait pas oublier, et là je me retrouve en commun accord avec Peter Germain de ce qu'il avait dit, il ne faudrait pas penser ce problème-là indépendamment des dynamiques régionales qui opèrent. Finalement, il y a un éclatement du système régional. Le système étatique a parfaitement éclaté. Vous en aviez parlé, M. Ahmadi, de manière assez claire. La Syrie n'existe plus, l'Irak n'existe plus, la Libye n'existe plus, les territoires palestiniens, etc., etc. Donc nous faisons partie quand même de cet état d'éclatement généralisé. Et je ne vois pas de possibilité de règlement à moins qu'il n'y ait ce qu'on appelle un nouvel ordre régional. Et
malheureusement, ce nouvel ordre régional correspond également à des recompositions, non seulement au niveau régional, mais également au niveau international. C'est-à-dire nous assistons finalement à un reclassement et géopolitique et au niveau de l'imaginaire politique. Nous sommes là devant des dilemmes qui ne sont plus, à proprement parler, ni libanais, ni régionaux, mais plutôt de nature un peu globale. Merci beaucoup. Docteur Gassapian, docteur Fatfat, vous vouliez faire un commentaire? Hein, oui. Bon, je ne sais pas si M. Aïssa Al-Khouri est encore ici, Fatfat, parce qu'on a débattu longuement la fois passée, là, il y a 2-3 mois, sur les questions internes. Mais maintenant, on est en train de parler de politique étrangère. Je crois qu'il a complètement raison cette fois. Voilà. On peut être d'accord sur certains points. Sans neutralité, nous n'allons pas avancer du tout. Il faut choisir une voie qui puisse nous donner une entité de relation avec le monde. Maintenant, on est en train de subir tous les éclatements de la région et du niveau international. Pas seulement ça, le retour de la Russie, le retour de la Chine, ou le réveil de la Chine, maintenant l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, c'est la seule voie possible. Et quel que soit notre système de gérance intérieure, la politique étrangère doit être une. Donc, c'est là qu'il faut aller choisir quelle politique étrangère. Donc, c'est le seul issue possible. Je reviens seulement quelques points sur ce que mon ami Marwan a dit à propos des ministres des Affaires étrangères, que le niveau s'est tellement abaissé. Moi, je crois que nous avons un ministre des Affaires étrangères qui est extraordinaire d'activité. Je ne suis pas en train de parler d'Abou Habib. Parce qu'en 10 mois, nous avons vu M. Abdellahian à Beyrouth beaucoup plus qu'on l'a vu à Téhéran. Il est venu 6 ou 7 fois. Donc là, il y a un problème à gérer. Et c'est un terrible ministre des Affaires étrangères. Il vient, il est reçu par ses alliés, et personne ne bouge à l'intérieur. Il fait quelques visites protocolaires, et puis il va gérer ce qui se passe au sud, ce qui se passe même au niveau probablement intérieur, avec l'accord, malheureusement, d'un certain Occident qui préfère laisser tomber les problèmes au lieu de les résoudre, laisser évoluer, et puis essayer de profiter de certains contrats, que ce soit en Iran ou en Irak, pour la France, par exemple. Donc, nous sommes face à 2 problèmes. Le premier problème, c'est le problème de choix d'une politique étrangère. Si on n'a pas de neutralité, on n'aura pas de pays. Parce qu'on a perdu les autres raisons d'être. Il ne faut pas se fier à l'histoire. L'histoire, c'est fini. Ça, il y a 50 ans, 60 ans, c'est très beau d'avoir un exposé historique aussi long, aussi détaillé. Et c'est clairvoyant parce qu'il voit l'histoire avec beaucoup de recul. C'est très bien. Mais l'avenir, c'est quoi? La première chose, c'est la neutralité. Et pour avoir une neutralité, il faut avoir une souveraineté. On ne peut pas avoir une souveraineté avec un Abdellahian qui représente le Liban partout, qui vient à Beyrouth. Et il paraît à toutes les chaînes libanaises, beaucoup plus que notre ministre Abou Habib, qu'on ne sait pas ce qu'il pense vraiment, Abou Habib, du Liban, de quelle politique étrangère, et rien du tout. Donc là, il y a un choix politique à faire. Une résistance d'un côté, pour aller où? Ce n'est pas pour résister, mais pour aller vers une neutralité. C'est ce que je vous dis. Merci. Monsieur Saïr, vous voulez répondre rapidement? Oui. Il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses. Et j'ai vu... Bon, je ne vais pas laisser l'académicien parler parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans le même discours. Quand on dit que le Liban est un pays, est une plateforme, et en même temps, on veut parler de neutralité et de politique étrangère. Cela, quand même, est réducteur d'une réalité libanaise très importante. J'aurais souhaité que l'orateur ou l'intervenant qui a posé cette question, que le Liban n'est qu'une plateforme et que depuis 2 siècles, il ne s'agit pas d'un pays. Je suis désolé. Moi, je me sens appartenir à un pays qui s'appelle le Liban. Moi, je suis désolé, il y a une bonne partie des Libanais qui y croient. Je suis député d'une région qui est appelée le Maronistan, c'est-à-dire où il n'y a que des maronites presque, et où j'ai posé la question à Kesrouane. Et
Ok, non, d'accord, mais je parle de mes électeurs. Et il y a presque que de ça. Et presque, j'ai dit que de ça. Ce n'est pas le sujet, Ahmed. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le cœur du sujet. Ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet est beaucoup plus grave. J'étais dans un village pendant ma campagne électorale. J'ai posé une question là où j'étais. Ils m'ont dit, on ne veut plus vivre avec eux. Je dis, d'accord, mais qui êtes-vous? Et qui sont eux? Ils m'ont dit, nous les chrétiens, nous les maronites, on ne veut plus vivre avec eux. Je dis, d'accord, mais qui sont les chrétiens? Est-ce que vous acceptez que Gebran Bessil fasse partie des chrétiens? Ils m'ont dit, oh non, celui-là, jamais. Alors de quoi on parle? On parle de choix politique ou bien on parle de lien du sang ou de lien de confession, de communauté? De quoi on parle? On va vers des solutions réductrices d'une réalité autrement plus complexe. Il s'agit de choix. Moi, je crois que le 14 mars était un très bon mouvement. J'ai vu les musulmans battre le parvis de Paris, de Beyrouth, beaucoup plus que les chrétiens. Ils ont crié souveraineté, indépendance, liberté, plus que les chrétiens. Ils ont donné des martyrs à la révolution ou à l'intifada du 14 mars, plus que les chrétiens. Donc soyons devant une réalité qui a une aspiration nationale réelle. Sans cette aspiration ou une utopie, il n'y a pas de nation. Qu'est-ce la nation? Savez-vous qu'en France, M. Sarkozy a demandé un rapport sur l'identité française quand il était président. Et ce rapport n'a jamais été publié. Jamais. Parce qu'il y a un débat réel, même en France, sur l'identité. Donc, il ne faut pas toujours regarder le passé, regarder nos points de divergence et dire que nous sommes devant une identité impossible, qui ne vit que de contradictions. Faisons en sorte que ces contradictions, appelons-les diversités, soient source de richesse, mais pour qu'elles soient ainsi, il faut qu'elles soient tirées vers l'avenir, vers un projet d'avenir. Cette volonté, c'est quoi? C'est ce qu'il nous faut esquisser ensemble. Le 17 octobre, on a commencé à esquisser un plan vers l'avenir. Ça a été battu par les forces, non pas par les forces anti-réformes, mais par une milice, disons-le, une milice armée qui a enlevé au Liban tout attribut d'État. Et ainsi, on a notre volonté nationale complètement coupée. Donc, s'il vous plaît, ne réduisons pas simplement le pays en un problème intercommunautaire. Il y a cela, mais ce n'est qu'une dimension parmi d'autres. Moi, je crois, parce qu'on a cru, parce que dans notre débat, il faut nous défendre un peu quand même. On a dit, on parle du passé, on n'a pas parlé d'avenir. On n'a parlé que d'avenir. On n'a parlé que d'avenir. Ce que nous n'avons pas couvert, c'est la transition vers l'avenir. C'est ce que les gens ont envie d'écouter. C'est-à-dire le comment d'ici jusque-là. Mais c'est un peu la faute à M. Michel Touma. Parce qu'il nous a dit, s'il y a une baguette magique, c'est le coup de baguette magique qui a fait que, immédiatement, nous étions transposés vers l'avenir. Mais bien sûr, il y a des idées. La première chose, c'est de faire tout le contraire de ce que le gouvernement actuel fait. C'est de faire tout le contraire de ce que les actuels politiciens font. Voyons un peu ce qu'ils font et faisons le contraire. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée du groupe de soutien, etc. Mais quand la communauté internationale boycotte le gouvernement et considère que ce gouvernement ne doit être le destinataire d'aucun fonds de soutien, c'est aux communautés, aux autorités locales qu'il faudrait donner, quel groupe de soutien allons-nous mobiliser? Soyons là un peu plus réalistes. Moi, je crois qu'il nous faudrait nous pencher. Je crois que peut-être ça pourrait faire l'objet d'une autre séance. D'ici là, qu'allons-nous faire? Le Liban est dans la guerre. Ce n'est pas on va être en guerre. On est en guerre. On est en guerre avec 100 000 de déplacés internes, avec plus d'une centaine de morts tombés appartenant à des milices armées au sud Liban, avec un arsenal militaire performant, mobilisés, eh bien, nous sommes en guerre. Et nous ne parlons pas de politique étrangère. Simplement, à mon sens,
et je parle en mon nom personnel, je ne parle pas au nom de mon groupe politique, moi je crois qu'il faut protéger le Liban. Moi je crois que la meilleure façon c'est que la communauté internationale prenne son courage en main, transforme la 1701 au chapitre 7, qu'elle impose au Liban. Nous ne sommes plus capables de gérer ce pays. Pas que nous n'avons pas la volonté, nous n'avons plus la capacité. Sinon, prendre les armes et faire une autre guerre civile qui va nous conduire à 100 000 morts, ce n'est pas la solution, je crois. Mais au moins, gardons cet élan psychologique, national, cet élan de foule, pour dire qu'il y aurait une levée en masse. Il y a une narration politique qui va dire au Hezbollah, tu ne passeras pas. Tu ne vas pas nous imposer ce que tu crois pouvoir nous imposer. Et on le fait, il faut continuer à le faire. Mais ensuite, en diplomatie, il faut aller pousser vers la neutralité du Liban. Je finis par une remarque. L'Autriche, comment a-t-elle obtenu sa neutralité? C'est en la monnayant contre le retrait soviétique. Et c'est devenu, dans son acte fondamental, dans sa constitution de 1955, quand elle a dit que voilà, j'ai ma neutralité, parce que les soviétiques n'allaient pas dégager de l'Autriche, ils ont été d'accord, mais ils voulaient en quelque sorte s'assurer que l'Autriche ne devienne pas un couloir pour l'OTAN. Ils ont dit très bien, neutralité, nous nous retirons. Il faut réfléchir en ces termes que finalement, pour obtenir la neutralité, le Hezbollah ne va pas nous la donner comme ça, sur un plateau en argent. Mais il faudrait qu'il y ait un rapport de force derrière. Et ce rapport de force devrait être réfléchi pas par nous autres pauvres, nous ne sommes pas capables d'élire un président de la République ou bien de faire la gestion de nos rues couvertes par les ordures et les déchets, n'est-ce pas? Il faudrait vraiment que en présence d'une éminente représentante de la communauté internationale, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Merci. Monsieur Ahmed, vous voulez clore le débat? Une remarque de... Oui. Je peux retenir cette assistance qui s'est clairsemée. Je veux dire qu'on ne peut pas, en définitive, et le débat a été très instructif, on ne peut pas dissocier le rêve de la réalité. Le Liban est à la fois un rêve et à la fois une réalité. Et comme Salim, moi je tiens au Liban, de 1920, dans ses frontières, un Liban où il y a un pouvoir central, il peut y avoir des aménagements intérieurs, appelez-les ce que vous voulez, mais il ne peut pas y avoir deux armées, il ne peut pas y avoir deux politiques étrangères, il ne peut pas y avoir deux monnaies. Même la fédération ne tolère pas cela. Donc, et il faut tenir compte, bien sûr, de ce qu'a exposé Peter Germanus, que tout le Moyen-Orient, il l'appelle le Levant, ça va plus loin que le Levant, puisque ça arrive en Iran, ça passe par l'Irak, etc. Tout est en décomposition et en recomposition. Dans cette recomposition, si on ne tient pas à ce que le Liban a pu créer et établir, c'est-à-dire des frontières en 1920, une constitution en 1926, on dit l'histoire, mais si on ne se tient pas aux bases, aux fondements de notre État, notre pacte national en 1943, notre accord de Taïf, tout ceci, il y a eu entre des désordres civils, des guerres, etc. Mais finalement, il faut revenir à l'élection d'un président, à l'attachement au Liban, à la reconnaissance internationale, avoir le courage de dire, de descendre dans la rue. Quand j'ai parlé de poltronnerie, je désigne mes propres alliés avant mes ennemis. Mes ennemis nous ont assassinés. Moi, j'étais le premier atteint par un attentat. Et finalement, nous avons été, le 14 mars n'a pas disparu nous étions les derniers attachés au 14 mars, avec cette pauvre maille, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas dissocier le rêve de la réalité. Le Proche-Orient, le monde est en train de se refaire, d'évoluer. Il faut qu'on garde quand même cette très belle chose qui s'appelle le Liban, qui a évolué à travers des siècles et des millénaires,
mais qui est encore à refaire ou à parfaire. Et je conclurai là-dessus en disant que j'ai beaucoup appris de ce débat. Merci Michel, merci Sibérie. Merci à vous et merci à l'assistance aussi. Bonsoir.